6 hommes posent face à l'objectif. Le photographe les a disposés devant une toile peinte, fixée sur un mur. On y distingue un aéroplane, un canon et un lion, le lion de Belfort, qui brandit une épée. L'homme de droite est légèrement décalé pour laisser apparaître l'inscription « La revanche 1914 ». 5 d'entre eux portent l'uniforme de l'armée française. Le 6e, en bras de chemise, a posé son képi à terre. Ils viennent d'être mobilisés pour combattre les Allemands. Peut-être même n'ont-ils pas encore reçu le baptême du feu. Ils ignorent en tout cas qu'ils participent à ce qui va devenir la première guerre mondiale de l'histoire de l'humanité. Ils seront plus de 8 millions comme cela, issus des villes et des campagnes de l'Hexagone ou bien des colonies. Des fils, des pères, des fiancés, des amants, des amis. Pendant 4 longues années, l'arrière va les attendre et espérer. Les trop rares permissions accordées aux soldats ne peuvent assouvir l'immense besoin de nouvelles d'une population soucieuse et mal informée. Entre le front et l'arrière, les postiers vont devoir canaliser de gigantesques flux de courriers. Quelques phrases griffonnées alors sur le papier forment comme un lien ténu, fragile et émouvant, entre le monde des vivants et celui des morts. Mes petits chéris, comme je trouve cette séparation longue, combien j'ai hâte d'être réunis à vous, comme le représente cette photographie, mes mignons. Cela arrivera sans tarder, et pour cela il faut bien prier pour moi, être sage, ne jamais désobéir à sa petite maman. Votre papa chéri qui vous envoie tous ses meilleurs baisers. Hervé. Dans ce contexte, la carte postale utilisée pour la première fois lors du précédent conflit franco-prussien de 1870-71 remporte un formidable succès. Car ce petit rectangle de Bristol présente l'avantage d'associer le texte et l'image. Une aubaine pour les éditeurs qui, pour répondre à la demande, vont diffuser en 4 ans plus de 2 millions de cartes. Leur sujet principal, presque obsédant, la guerre. C'est que pour se vendre, la carte postale doit flatter les goûts et les sentiments du public. Ainsi, l'acheteur trouve-t-il toujours l'image qui reflète le mieux son état d'esprit du moment. Émouvante, patriotique, poétique, sentimentale, ou même, du moins en apparence, parfaitement insouciante. Aujourd'hui, peu recherchées, vendues aux amateurs pour quelques francs, les cartes postales des greniers de nos grands-mères restituent pourtant, à qui sait les regarder, le climat psychologique de l'époque.
De la guerre proprement dite, les photographies ne proposent qu'une version apaisante, édulcorée. Pour ne pas risquer de démoraliser l'arrière, on ne montre jamais l'horreur. Des hommes figés, dans des tranchées trop propres. Que penser de ces fiers fantassins qui semblent attendre l'ennemi de pied ferme, alignés comme aux grandes manœuvres? Ma bien chérie, j'ai reçu hier ton colis, expédié dernièrement. L'andouille est excellente et le beurre aussi. Les petits beurres lus, surtout, sont excellents. Je profite pour t'envoyer quelques vues approximatives de la guerre. Mais cette vue n'est pas en première ligne. Car, en première ligne, on ne peut pas découvrir sa tête une seconde où l'on est nettoyé. Il faut viser par des créneaux de bois. 1000 bons baisers affectueux à tous. Hervé. D'ailleurs, à quoi bon risquer la vie d'un photographe? Les photomontages sont si commodes. Les soldats allemands s'y font consciencieusement embrocher dans des décors de bande dessinée. Cette iconographie naïve, presque enfantine, témoigne des illusions du début du conflit. Illusions d'une guerre courte, d'une guerre en somme ordinaire. C'est peut-être ce qui fait le charme désuet des cartes postales. Tout y est délibérément faux. Fausse, cette salle de classe reconstituée en studio. Fausse, ces couleurs peintes sur un cliché noir et blanc. Faux, cet instituteur soldat qui désigne du doigt les provinces perdues en 1871. Faux, ces petits Alsaciens trop studieux devant une fenêtre en trompe-l'œil. Chers parents, je vous envoie ces quelques mots pour donner de mes nouvelles qui sont bonnes. Je pense que vous êtes de même, ainsi que Fernand et Antoinette. Je n'ai pas encore reçu votre colis, mais j'ai espoir de l'avoir ce soir. Je suis au repos pour quelque temps. Cela fait du bien, car l'on peut se nettoyer et se reposer. Car on le mérite bien après un mois de tranchée. Je suppose que la moisson va très bien, car il fait un temps superbe. Bonjour à monsieur et madame Léon, votre fils qui vous aime, Raymond. Le thème des provinces sœurs, courbé sous le joug allemand, était depuis longtemps un mythe, propre à susciter l'émotion. Il devient un but de guerre. Un nationalisme agressif se dissimule derrière ces jeunes filles en costume traditionnel. Émouvantes, pathétiques, qui attendent leur libérateur. Tout est dit. La cause de la France est juste et noble. Elle vole au secours des petites orphelines. Le public raffole des illustrations xénophobes qui présentent les Allemands sous les traits de barbares sanguinaires. Rien n'arrête les caricaturistes. Le Kaiser Guillaume II et son fils deviennent sous leur crayon de dangereux fous sadiques qui sacrifient les hommes et brûlent les églises. L'invasion allemande, c'est le retour d'Attila. Le bombardement de la cathédrale de Reims, notamment, soulève l'indignation. Les Français y trouvent de quoi alimenter leur bonne conscience collective. L'image simpliste du combat des bons contre les méchants restera longtemps profondément ancrée dans les esprits. Cela aide à supporter une autre représentation mentale, moins valorisante celle-là, qui transparaît dans la lutte qui met aux prises le coq gaulois et l'aigle germanique. Le puissant et redouté voisin est bien le plus fort.
Il faudra pour l'abattre plus que des canons. Sainte-Marie, Sainte-Geneviève, Sainte-Jeanne d'Arc. La propagande bat le rappel des vierges catholiques. La Troisième République, la très laïque et très anticléricale Troisième République, patrie des droits de l'homme, héritière des principes de 1789, se souvient tout à coup dans le péril qu'elle est aussi la France, la fille aînée de l'Église. Les territoires du Nord-Est occupés, tout le pays se trouve sous la menace directe de l'invasion. Dès lors, plus que des principes, c'est le sol. C'est la terre de France qu'il faut préserver. Sous les rois ou la République qui osent s'y frotter, s'y piquent, proclame fièrement une carte. La France n'apparaît plus que sous les traits d'une allégorie féminine affublée d'un bonnet phrygien. Entité supérieure, éternelle, auprès de laquelle le citoyen s'efface pour laisser la place au fils toujours prêt à verser son sang pour la défense de sa mère patrie. Pour bon nombre de Français, la guerre, c'est avant tout une déchirure, une absence, un traumatisme personnel répété des millions de fois. La vie de poilu n'a rien d'attrayant. Seuls les babillardes montrent aux poilus que l'arrière songe quelquefois à eux. Gracieux bonjour du front, Henri. Chacun peut reconnaître sa propre histoire dans ces mises en scène d'enfances orphelines et de femmes solitaires. Le sujet est à ce point chargé d'émotions que la propagande illustrée en fait naturellement un de ses thèmes favoris, associant dans un même élan la défense de la famille et la défense de la patrie. Ayant sauvé l'une et l'autre, le vaillant combattant pourra revenir au pays, l'âme sereine, pour y travailler la terre de ses ancêtres. Patrie, famille, travail, les mots ne sont jamais innocents. Ceux-là ressurgiront un quart de siècle plus tard, imposés à une France à genoux par un vieux maréchal sénile. « 1914. Plus de 40 ans après l'humiliation provoquée par la défaite de 1870, le temps semble enfin venu de la revanche. En attendant ce jour de gloire, la patrie imagine déjà ses jeunes héros entrant dans la carrière. Les modèles ne manquent pas. Grognards de Napoléon, soldats de l'an 2, mousquetaires, chevaliers du Moyen-Âge. Forcément sublime, le héros idéalisé des débuts du conflit possède toutes les grâces et les vertus. Beau, grand, élancé, justicier, audacieux et bien sûr séducteur. Plus tard, le cinéma américain célébrera ce type d'homme exceptionnel. Vieux poteau, je suis rendu à Tonnerre. Je suis versé à la 3e section. J'ai quitté ma compagnie le 4 pour rejoindre Orléans, et là j'ai rendu fusil et sac.
Ensuite, on m'a expédié à Tonnerre. Je travaille à réparer des barriques. Le pinard nous manque, tu sais. Je suis mieux là qu'à faire le con avec le sac sur le dos. Cordialement, la main, Arsène. La guerre de mouvement des premiers mois, propice à l'accomplissement d'exploits personnels, contribue à entretenir le mythe. Les dessinateurs se prennent à rêver. Mais la guerre n'est plus ce qu'elle était. Immobilisées, impuissantes, les armées se terrent dans la boue des tranchées, sous le feu des canons. Le héros classique a vécu. Il a laissé la place au poilu. Le combattant des tranchées, c'est lui. Anonyme, obscur, innombrable. Il n'a pas de prise sur les événements. Il subit. Les obus, les intempéries, les ordres. Sa force, il attire plus de l'inertie que de l'action. Les nouvelles conditions de combat excluent le coup d'éclat individuel. Les attaques sont massives, la mortalité aussi. Au front s'organise un mode de vie original. L'uniforme, la promiscuité et la précarité de l'existence y gomment les différences sociales. Les élites se fondent dans la masse. Chères sœurs et frères, je vous envoie une carte pour vous souhaiter une bonne et heureuse année et une bonne santé. Et je vous dis que tout le monde est bien portant pour le moment. Bien le bonjour à tout le monde. Très vite, les cartes vont populariser l'image d'un combattant type. Simple, peu cultivé, au langage fleuri, amateur de pinards et de petites femmes. Ni beau, ni intelligent, plutôt vulgaire, le poilu est un être ordinaire. Rien en dehors de l'uniforme ne le distingue de l'homme du peuple, de l'ouvrier, du paysan d'avant-guerre. Et c'est pourtant lui, cet anti-héros, qui devient pour la nation, et en particulier pour la jeunesse, un modèle. Dans l'image du poilu, les Français contemplent avec candeur leur propre reflet. Pour la première fois dans l'histoire, un peuple entier se voit héroïsé. Quelques mois après la victoire, la France, éblouie par son exploit, se couvrira de poilus statufiés sur les monuments aux morts des places publiques. Il y a une grande naïveté dans cette autocélébration, car les miracles ont rarement lieu deux fois. Les graines de poilus des cartes postales en feront l'humiliante expérience en 1940, à l'occasion d'une défaite accablante et sans honneur.